Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà, je suis avec Stéphane Leduc, qui est résident à Londres. Voilà, on se connaît justement parce qu'on habite tous les deux à Londres. Et en fait, j'ai voulu t'inviter pour les Soft Skills Day parce que j'apprécie beaucoup ton parcours. Tu as créé une maison d'édition, les éditions Leduc en France. Et en fait, tu es venu au Royaume-Uni pour tenter une nouvelle aventure. Donc, tu as racheté une nouvelle maison d'édition ici à Londres. Et depuis, voilà, tu es entrepreneur, tu as investi et tout ce parcours t'amène quelque part à créer de nouveaux systèmes et à créer ou à gérer de nouvelles équipes. Et c'est pour ça que je t'avais invité parce que je me suis dit, voilà, je pense que tu as pas mal d'expérience de retour d'expérience à partager avec nous, justement sur cette dimension comment organiser ou comment être efficace en équipe. Mais avant d'aller trop vite dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus, que je suis sûr que j'ai omis pas mal d'éléments dans ta mini bio. Bonjour Jérôme. Merci de m'avoir invité. Évidemment, je peux en raconter beaucoup plus et raconter ma vie, mais oui, je suis donc le créateur des éditions Le Duc que j'ai créé avec mon père en 2002. Et je suis venu à Londres parce que j'avais envie de tenter une aventure un peu différente. Et puis, entre-temps, j'ai vendu mes parts dans les éditions Le Duc, donc je suis sorti de cette aventure. J'ai toujours une maison d'édition en Angleterre et je suis à Londres pour quelques mois encore puisque je m'installe dans le Kent où je suis en train de constituer avec un associé et des investisseurs un groupe industriel. Donc, un truc complètement différent, une aventure différente d'entreprise. Enfin, je peux pas trop en parler puisque en ce Mhm. moment on est dans une phase d'acquisition. Donc c'est un petit peu délicat de raconter exactement des détails qui sont sous un NDA, mais voilà en quelques mots mon parcours. Donc aujourd'hui je suis à Londres pour quelques mois avec ma famille et puis oui effectivement beaucoup d'intérêt sur beaucoup de choses qui concernent l'entrepreneuriat et l'investissement. Mm. Et c'est que tu es avide, voilà, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, de nouveaux défis. Pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le Royaume-Uni, quand tu dis voilà, tu vas partir de Londres pour aller dans le Kent, en fait, le Kent, c'est un peu la région dans le sud de Londres, mais tu resteras au Royaume-Uni dans une aventure anglo-saxonne, en fait. Voilà, tu travailles maintenant Oui tout à fait, en oui. anglais. Le Kent, c'est le sud-est de l'Angleterre, depuis les côtes. C'est là où on voit la France, hein, quelque part. Oui. Voilà, je serais installé du côté de Canterbury, mais depuis Douvres, on voit Calais, donc on n'est pas très loin quand même. Mais oui, tout à fait. Je reste au Royaume-Uni Et, euh, malgré le et, et- Brexit. et tout ça, en fait, toutes ces expériences-là, j'imagine que ça ne doit pas être la même chose que de travailler en France avec des Français, que de travailler au Royaume-Uni avec des Anglais. Est-ce que toi, tu vois une différence dans les modes de fonctionnement, de la manière de travailler par rapport à ces deux cultures-là? Ah, c'est évident, oui. Non, non, il y a beaucoup de nuances. Alors, je pense que dès qu'on parle de ça, de culture, on fait des généralités et c'est très dangereux parce qu'on on se trompe très souvent à cause de ça, parce que on a des présupposés, mais en tout cas, moi, il y a des erreurs que j'ai faites en Angleterre, enfin avec des Anglais, parce que dans la boîte que j'ai reprise, il y avait des salariés qui étaient anglais, d'autres qui étaient écossais, irlandais, et c'est pas les mêmes réactions. Je dirais que euh, j'avais une salariée irlandaise, elle était un peu comme une française, c'est-à-dire elle disait ce qu'elle pensait. Euh, Chez les Anglais, parfois c'est plus nuancé, on va dire, et faut être capable de comprendre ces nuances. Typiquement, traditionnellement, le Français, quand on lui demande quelque chose, il va pas dire oui, il va plutôt questionner. Et sa manière de questionner, c'est de dire non. Donc, si vous demandez quelque chose à un salarié français, alors évidemment, c'est caricaturé, mais si vous lui demandez quelque chose à un Français, il va vous dire non. Et ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas faire la chose, c'est juste qu'il a besoin de plus d'informations. Donc, c'est une manière de poser les questions. Alors que l'anglais va faire un truc qui est très, très étrange pour un Français, c'est qu'il va tout de suite dire oui. Et il faut comprendre que si ce oui veut dire oui,
ou si c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Et je me suis fait avoir une ou deux fois comme ça, où je pensais que ce que je voulais était bien, et les gens m'ont dit oui. Et bon, je peux pas expliquer tous les détails, mais on était à deux doigts d'une catastrophe à cause de ça. Parce qu'en fait, l'anglais n'était pas du tout d'accord. Mais, bon, ben, toi, tu as l'expérience aussi. Je pense que quand un anglais dit c'est une idée intéressante, c'est pas vraiment un oui. Oui. Ok. Et donc là, on touche Donc, vraiment ça, faut à… l'apprendre, mais c'est intéressant. Oui, et là, on touche vraiment à la dimension de l'humain, donc au-delà des Oui. outils, etc. Et c'est vrai que quand on parle d'organisation, d'efficacité, on va souvent parler tout de suite des outils, des techniques, mais que finalement, c'est avant tout les humains. Et en off, justement, avant cette interview, eh bien, je te posais la question, bah, c'est vrai que, voilà, toi, comment tu t'organises, etc. Et tu m'as dit quelque chose de super intéressant, justement, sur ta compétence managériale. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, non, je pense que il y a un débat là-dessus, mais c'est vrai que j'avais découvert ça quand j'étais à l'ESSEC. J'ai fait une formation à l'ESSEC il y a 12 ans maintenant. Il y avait un test où on mesurait sur un axe entre leadership et management. J'étais pas tellement dans le management. Et c'est vrai que ça m'a aidé à bien l'accepter, que j'étais pas un manager, en fait. La nuance entre leader, manager, alors, c'est assez complexe, mais le principe, c'est que dans l'idée de management, il y a l'idée de contrôle. Il y a des gens qui sont très dans le contrôle et d'autres qui le sont moins. Moi, je le suis beaucoup moins. Donc voilà, ça m'a causé pas quelques soucis, mais il faut comprendre la manière dont on fonctionne. Et moi, je fonctionne bien quand je donne des directions à des gens qui font les choses par eux-mêmes Donc, quand tu dis et manager, par exemple, le qui ont fait une de forte. manager, est-ce que c'est du coup cette question, ce que tu vois, tu as employé le mot contrôle, c'est quoi un manager en fait pour toi par rapport à un leader? Ce serait quoi les deux opposés entre guillemets? Bah, je pense que, enfin, l'idée, enfin, le contrôle, c'est qu'effectivement, enfin, le leadership, c'est dire, voilà, c'est là où on va aller. C'est donner la direction. Le management, c'est pousser les fesses, quoi. C'est pousser aux fesses, c'est diriger, c'est d'être dans le contrôle. Et, euh, et c'est deux choses qui sont assez différentes, en fait, parce que c'est vrai que si on contrôle, on restreint, on limite les gens, enfin, c'est important de le faire, hein. C'est clair qu'il faut pas laisser faire n'importe quoi, n'importe quand. Moi, j'ai tendance à laisser faire les gens parce que par nature, j'aime la liberté et je laisse les gens agir. Bon, après, je suis obligé de rattraper bien souvent les choses. Mais c'est vrai que quand je dis voilà, c'est ça le résultat que j'attends, moi, j'ai plutôt tendance à laisser les gens utiliser la manière qui les arrange. Alors que d'autres personnes, et les managers sont comme ça, ils vont dire, bah, écoute, voilà ce qu'il y a à faire, et donc tu fais comme ça, tu commences comme ci, tu fais ça, tu utilises tel outil. Donc il y a une manière directive de faire les choses. Mm. Ben, j'ai l'impression que, enfin, C'est là, à mon avis, que s'opère la nuance. Mm. Mais Et aussi de mesurer le résultat, etc., etc. Alors que le leader va plutôt donner une direction et dire bah, faites le mieux que vous pouvez. Et j'ai remarqué quelque chose par rapport justement à cette notion de leadership et de management, parce que voilà, je travaille aussi avec d'autres personnes dans une moindre mesure. Hein. J'ai pas voilà une entreprise avec plein de salariés, mais j'ai remarqué que il y a des personnes pour qui bah, le leadership ça fonctionne très bien. On dit bah voilà la direction, je te fais confiance, tu y vas et la personne elle est totalement autonome et tout se passe super bien. Et d'autres personnes pour qui ça va les stresser en fait parce qu'elles n'ont pas de cadre, elles ont besoin de procédures, de process, d'étapes, d'outils. Et, euh, et du coup, toi, comment toi tu arrives à faire justement le pont ou t'adapter dans ces situations-là? Alors, soit, est-ce que tu t'entoures que de personnes justement qui ont un peu ce mindset de liberté, d'autonomie et d'entrepreneur, entre quelque part, ou et parce que tu as réussi à justement t'adapter, à trouver une parade
pour pouvoir aussi accompagner ces profils-là? La réponse, elle est, enfin, je pense que j'ai bien compris ta question. La réponse, elle est que le secret pour quelqu'un qui est comme moi, c'est de s'entourer de managers, d'avoir des managers qui font justement ce travail. Alors moi, une des raisons pour lesquelles les éditions du Duc ont bien fonctionné, je pense, c'est que les bons, enfin, on est dans un domaine dans lequel la motivation intrinsèque. Alors, motivation intrinsèque, c'est décrit très bien par Dan Pink. Je sais pas si tu as lu La vérité sur ce qui nous motive. Enfin, c'est le titre qu'on a en français. Je ne me souviens plus le titre du bouquin en anglais, mais tu vas trouver. Et donc, la motivation intrinsèque, c'est la plus puissante et c'est, de mon point de vue, ce qu'il ne faut pas détruire. Trop souvent, le management détruit cette motivation parce que les gens, ils ont qu'une envie, c'est de bien faire. C'est ce qui fait que quelqu'un va développer un art ou dans ses loisirs, va apprendre à jouer de la guitare ou à faire de la peinture ou à devenir un champion de jeux vidéo, je ne sais pas quoi d'autre. C'est cette envie très forte de bien faire. Et les gens arrivent au travail le premier jour quand ils ont trouvé un boulot, avec évidemment la joie d'avoir un salaire à la fin du mois, mais surtout l'envie de bien faire. Et c'est vrai que si on leur dit, bah non, la manière dont tu le fais ou ta vision n'est pas la bonne, on détruit ça. Donc il me semble que le secret, enfin un des secrets, alors c'est plus facile évidemment quand la mission plaît, parce que si pour une femme de chambre, trouver une motivation intrinsèque est plus difficile, parce qu'elle le fait parce qu'elle a besoin de gagner de l'argent. Enfin, encore une fois, je veux pas dénigrer aucune profession, mais c'est vrai que moi, quand j'ai un éditeur en face de moi, ou un auteur, il a une motivation qu'il a un feu sacré. C'est plus facile, je dirais, déjà d'avoir ça, parce que c'est vrai qu'il y a des professions dans lesquelles ça n'existe pas. Mais en général, enfin, c'est pas que ça n'existe pas, mais l'exemple qu'on donne toujours, et le parallèle, c'est cette fameuse histoire des tailleurs de pierre. C'est-à-dire qu'il y en a un, on lui demande qu'est-ce qu'il fait. Le premier, il va dire, j'essaie de gagner de l'argent pour faire vivre ma famille. Le deuxième, il dit, j'essaie de faire une pierre parfaite. Et puis le troisième, il dit, je construis une cathédrale. Et c'est sûr que celui qui construit une cathédrale a une motivation qui est plus importante parce qu'il sait à quoi ça sert. Donc, c'est le fameux why. Et qui est important. Donc, effectivement, quand on a une maison d'édition, c'est relativement facile parce que la mission est belle et en général, on se retrouve dans ce métier parce qu'on aime les livres et on sait pourquoi on le fait. Donc tout ça a beaucoup de sens. Quand il s'agit enfin, la nouvelle aventure sur laquelle je travaille, de fabriquer des choses en métal, il y a aussi la motivation, elle existe dans le craft, elle n'existe pas chez tout le monde parce que vous avez des gens dont le métier c'est de transporter des objets d'un point A à un point B et pour les motiver, il faut un peu plus d'imagination. Enfin, il faut trouver quelque chose. Mais tout le monde, parce que ça fait partie de la nature humaine, pour des raisons, soit c'est parce qu'on a le plaisir de ce qu'on fait, soit c'est par le désir qui est universel d'appartenance, on fait partie d'une famille et qu'on a envie d'appartenir à une équipe qui gagne. Et ça, c'est ce qui crée la vraie motivation et qui fait que les gens vont vont donner le meilleur d'eux-mêmes parce que c'est ça qui fait sens. Et ça, c'est pas universel et c'est pas si simple que ça, mais c'est le plus important. Après, évidemment, il faut que les gens fassent pas n'importe quoi et qu'il faut qu'il y ait des process et que les gens suivent les process. Et les gens vont suivre les process d'autant mieux qu'ils ont participé à les créer. Donc tout ça est logique quelque part, mais difficile. Donc, si je comprends Difficile à bien mettre en œuvre et difficile à maintenir. si je comprends bien dans ta manière de fonctionner, c'est que tu vas en priorité attacher beaucoup d'importance au niveau de motivation de tes équipes et du coup de stimuler ça et aussi de t'entourer de personnes qui vont justement être dans plus la partie process pour pouvoir aussi avoir une sorte de qualité opérationnelle quelque part et notamment pour les personnes qui n'auraient pas cette motivation intrinsèque par rapport à leur fonction ou par rapport à leur motivation, eh bien, vont devoir du coup peut-être plus se reposer sur des process par rapport à ça, du coup, si je comprends bien. En fait, je pense que
enfin, je vais redécrire ça parce que ce qui est important, c'est vrai que le bouquin de Simon Sinek, c'est Start with Why. Donc, effectivement, il faut d'abord créer un sens au projet. Et ça doit être partagé par tout le monde. Et ça n'est partagé que si tout le monde a conscience de son importance et que l'importance de tout le monde soit comprise. Et c'est vrai que ça, c'est particulièrement un des risques avec les managers, c'est que les managers, souvent, sont assez individuels, puisqu'ils ont été individuels dans leurs études. Euh, Ils ont appris à fonctionner et à descendre les instructions. Donc, ça, c'est une faiblesse du manager en général. Et un vrai leadership, c'est d'emmener tout le monde dans le projet. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je le perçois. Alors, évidemment, c'est dans l'idéal, parce que je suis certain que si tu interroges les gens pour travailler avec moi, il y en a qui considèrent que je les ai méprisés, que je les ai pas écoutés, que je n'avais je ne valorisais pas du tout leur travail, etc. Et bien, c'est évidemment une imperfection que j'accepte. Mais en tout cas, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de créer, c'est de créer cette dynamique d'ensemble et ce plaisir de travailler du projet. Mm. C'est ça qui est Et, essentiel. Après, dans la manière de faire, il faut qu'il y ait des process parce que c'est la condition pour que les choses soient répétables, puissent se répéter, puissent être une forme de standardisation. Mais quand je parle de process, pour moi, les process doivent être construits par le bas, pas par le haut. d'accord. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand Donc, on toi, tu crées doit, une enfin, équipe, tu vas dans un demander… management idéal. Ah, pardon, ouais. Donc, du coup, quand tu crées quand tu crées une équipe, tu vas leur demander de bâtir leur propre process, c'est ça? Il faut qu'ils soient à la fois motivés et en même temps que ce soit le meilleur process pour eux, si je comprends bien. Donc, toi, t'as pas de… donc, c'est des gens qui créent des process pour toi ou tu arrives quand même, toi, à te créer tes propres process pour être organisé aussi de ton côté? Ah, moi, cette pratique de process, j'essaie de la créer pour moi. C'est pas dans ma nature, donc je le fais, et je le fais. Tout le monde le fait de toute façon, puisque on a toujours besoin d'une forme de répétition. Et donc, qu'à partir du moment où on a identifié des séries, ben, on se fait des to-do list, on se fait des checklists. Quand je te parle, je pense à des excellents bouquins que je pourrais recommander. Si, je sais pas si tu veux faire une liste, mais il y a Checklist Manifesto qui est absolument brillant là-dessus. Il y a The E-Myth, que tu as peut-être lu, qui est un excellent livre aussi sur la manière de construire une entreprise pour un dirigeant qui soit pas dépendant du dirigeant. Ça, c'est quand même très important. Et puis, il y en a un autre qui est Work the System, aussi, qui parle aussi de cette création de process. Mais enfin, en tout cas, moi, la synthèse que j'en fais de tout ça, c'est que dans l'idéal, quand il y a un problème, enfin, c'est simple, hein, quand il y a un process, les gens doivent évidemment suivre le process, mais s'ils n'ont pas la possibilité de le modifier, eh ben, si le process a des imperfections, et il y en a toujours puisque la situation évolue, eh ben, ils vont arrêter de suivre le process et donc le process ne sert à rien. Donc la seule manière d'avoir un process qui marche, c'est d'avoir des gens qui disent, bah, écoutez, il y a un problème, réglons le problème, et la manière de régler le problème, c'est de changer, c'est d'améliorer le process. Et donc, il faut que de toute façon, les gens à tous les niveaux aient leur voix, enfin leur mot à dire sur le process. Après, évidemment, quand on n'a jamais rédigé de process, on ne sait pas le faire. Donc, c'est là où l'encadrement est important pour aider à ça. Et du coup, toi, comment tu fonctionnes? Donc là, par exemple, tu crées une nouvelle entreprise. Tu crées une nouvelle Oui. entreprise, tu crées une nouvelle équipe. Comment, toi, tu vas réussir à créer pas de rien du tout, en tout cas du point zéro, une vision de la motivation collective, de la motivation intrinsèque, des process. Est-ce que tu as une démarche en particulier que tu peux retrouver à la fois quand tu as créé justement les éditions Le Duc en France ou quand tu as repris la maison d'édition ici à Londres ou quand tu es en train de créer une autre entreprise dans le Kent? Oui, bah, je pense que, enfin, encore une fois, là j'ai vraiment envie de dire, lisez le livre de E-Myth, parce que c'est la meilleure description de ce qui est le bon fonctionnement. Enfin, c'est vraiment le livre que je recommande à tous les entrepreneurs, parce que
je pense qu'il donne la base pour comprendre ça. Alors, j'ai pas envie de le paraphraser ou de le caricaturer, mais c'est vraiment le principe qui est le bon. C'est-à-dire que quelque part, quand on est entrepreneur, son travail, c'est de se rendre pas indispensable. C'est-à-dire, moi, j'ai réussi à vendre les éditions de Luc parce que j'avais réussi à me virer. Euh, parce que C'est pas mal ça. mais non, mais parce que c'est le drame de beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que c'est des petites boîtes. Au bout d'un moment, elles n'arrivent plus à grandir parce que tout passe par le dirigeant. Et donc, si le dirigeant tombe malade, ben, la boîte tombe malade. Quand le dirigeant vieillit, ben, la boîte vieillit. Et donc, c'est des boîtes qui, en général, finissent par fermer ou faire faillite parce qu'il n'y a pas justement cette solidité qui est liée au projet. Enfin, évidemment, il y a des entreprises qui peuvent pas durer éternellement. Une entreprise qui presse des CD, bah, il y a un moment, les gens n'utilisent plus de CD, donc on va plus avoir besoin de ça. Mais si l'entreprise réussit à créer une dynamique interne, ben, le dirigeant est remplaçable comme tous les salariés. C'est ça aussi quelque chose qui est difficile, surtout quand on reprend une entreprise à faire accepter, c'est de comprendre que comment on appelle ça, chacun doit accepter de ne pas essayer d'avoir un pouvoir sur l'entreprise parce qu'on contrôle des manières de faire. Et ça, c'est très compliqué. Justement, dans ces cas-là, parce que les gens sont sur la défensive. Donc, quand tu poses sur la méthodologie, je pense qu'il n'y en a pas de méthodologie. Enfin, il y a des outils. C'est plutôt une manière de poser de poser les questions et d'écouter qui est importante. Puisque chaque cas est différent, en fait. D'accord. Donc, Une quand start-up, il y a tu… des problématiques d'un côté, etc. Mais je dirais que pour moi, ce qui est important, c'est que on vit dans un monde qui est très complexe, que plus la société grossit, moins l'information est disponible. Typiquement, moi, j'ai vécu les éditions Le Duc, j'ai démarré, tout passait par moi. Donc, je voyais tout. Donc, je savais tout, je voyais tout. Et donc, j'avais un contrôle sur tout. Donc, il n'y avait aucune information qui m'échappait. Et puis, bah, si j'avais voulu continuer à avoir ce niveau de contrôle sur les choses, ben, la boîte n'aurait pas grossi. Et elle a grossi que parce que j'ai assez facilement, parce que c'est ma nature, accepté de ne plus savoir. Ou en tout cas, d'avoir une information beaucoup moins directe, un contrôle moins direct sur les choses. Et bon, aussi la capacité à faire confiance. Et puis alors la chance, on peut débattre de ça, mais aussi parce que j'ai pas eu que de la chance à ce niveau-là, parce que j'ai fait des mauvais recrutements aussi, mais d'avoir fait aussi des bons recrutements, des gens sur qui j'ai pu m'appuyer, bah, en qui j'ai pu avoir confiance et qui ont apporté plus que ce que moi j'étais capable de faire. C'est ça le secret en fait. D'accord. Donc, toi, tu es vraiment focus sur, voilà, je m'entoure de personnes, je veux voir comment elles fonctionnent, je veux voir comment, ce dont elles ont besoin, qu'est-ce qui les motive. Et toi, tu te positionnes par rapport à ça et tu fais un peu chef d'orchestre, du coup, mais Ouais. en gardant à l'esprit que tu es chef d'orchestre pour lancer la machine, mais qu'à un moment donné, tu vas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais te retirer petit à petit du process, c'est ça? Bah, je trouve que le chef d'orchestre, c'est un très bon exemple parce que enfin, quand on démarre une boîte, on est en orchestre. C'est-à-dire qu'on joue Mhm. tous les instruments. Et c'est épuisant, et puis deux, on est limité parce que on est limité la boîte est limitée par ses propres capacités. Puis au bout d'un moment, on délègue à un certain nombre de choses. Le chef d'orchestre, c'est pas quelqu'un il joue d'aucun instrument. Par contre, s'il y a quelqu'un qui joue pas la partition, il va l'entendre, il va le repérer. Après, dans une organisation mature, le chef d'orchestre, il travaille que sur la stratégie et puis il détecte les signaux. Il détecte s'il y a une fausse note et puis il va dire bah, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
et puis réunir un groupe de travail pour dire, bah, écoutez, les violons, ça va pas, vous allez répéter plus ensemble telle partie, etc. Mais c'est pas nécessairement lui qui va expliquer au violon comment il doit faire. C'est en tout cas comme ça que je le comprends. Après, il y a plusieurs manières de faire. Ça dépend de qui, etc. Et par rapport à tout ça, parce que voilà, ça te demande quand même d'être disponible, j'imagine. Quand tu es dans cette dimension-là, bah, tu vas être disponible pour pouvoir bah, discuter avec les personnes, les motiver, etc. Bah, du coup, toi, comment tu organises ton propre temps pour pouvoir réussir à être libre, parce que tu disais que la liberté, c'est important pour toi, et aussi disponible pour ces personnes-là. Donc, si je comprends bien, par rapport à tout ça, bah, ce qui est quand même important pour toi d'être disponible pour pouvoir échanger avec les personnes, pour pouvoir les écouter, pour pouvoir les motiver, mais également important d'être disponible pour toi aussi, parce que tu parlais que la liberté, c'est quelque chose d'important pour toi. Et du coup, par rapport à tout ça, comment tu arrives à t'organiser toi pour pouvoir dégager du temps pour les autres et pour toi-même? Oui, alors, c'est une question compliquée, hein. Franchement, j'ai pas de réponse simple à ça, mais c'est sûr que euh, une bonne façon de voir les choses, en tout cas, c'est une leçon que j'ai prise. Il y a un fameux article, je crois que c'est Harvard Business Review, qui avait publié un truc sur l'histoire de singes, et c'était l'histoire des managers, et qu'il y a des employés qui arrivent et décrivaient, enfin, je schématise un peu, mais chaque employé avait un problème, et les problèmes, c'est comme des singes qu'on a sur son dos. Et en fait, l'employé, bah, il allait voir son manager, et puis le singe, il passait du dos de l'employé, enfin du manager au manager. Et donc le manager, à la fin de la journée, il avait 15 singes sur le dos et il pouvait pas partir. Donc j'ai envie de dire que la réponse, elle est là. Enfin, je veux dire, si on emploie des gens, c'est pour qu'ils règlent les problèmes et pour pas les prendre soi-même. Donc c'est l'image du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre ne joue aucun instrument. Donc il faut impérativement ben, si on faut pas se charger le dos avec les problèmes. C'est ça le secret. Alors, évidemment, il faut pas se voiler la face, il faut affronter les difficultés, avoir le courage de régler les problèmes, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que euh, bon, moi j'ai une société qui a doublé le chiffre d'affaires plusieurs fois, et à chaque fois qu'on a doublé le chiffre d'affaires, j'ai pas doublé mes heures de travail. Sinon ça s'arrête très vite. Oui. Euh, voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, donc il faut évidemment euh, s'organiser de manière à ce que les singes ne soient pas tous sur son dos, et au contraire, bah, trouver des gens à qui déléguer la responsabilité de régler les problèmes. Alors, Sinon, ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'aimerais progresser. Là, c'est vraiment une question pour moi. C'est comment progresser dans ça, en fait. Comment réussir à devenir meilleur là-dedans. Parce que, par exemple, bah, pour moi, je pense que c'est peut-être par rapport à problème de vouloir contrôler, etc. J'ai beaucoup de mal à déléguer et j'ai beaucoup de mal à résister à la tentation d'être un pompier, de résoudre rapidement les problèmes parce que je vois la solution, en fait. oui, C'est ça qui est compliqué, c'est quand tu sais qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir oui. résoudre ce problème-là et tu te dis, bah, ça va être beaucoup plus rapide si c'est moi qui le fais plutôt que l'autre personne. Et toi, bah, voilà, qu'est-ce qui t'a aidé à justement devenir un meilleur leader dans ce sens et à résister à ces tentations pour pouvoir mieux déléguer et mieux réussir à faire ça en fait. Bah, je pense que, enfin, encore une fois, moi l'exemple que je donne toujours, c'est il y a très longtemps, j'avais je retapais une maison à Montreuil. Et, euh, et j'ai fait plein de trucs moi-même parce que j'avais pas l'argent. Et une fois, il y avait une fenêtre qui était cassée, enfin que je voulais changer parce que la salle de bain, je voulais mettre du double vitrage, etc. Donc j'avais commandé chez La Paire une magnifique fenêtre en double vitrage, en verre qu'on appelle ça granulé. Et puis un jour, je me lance et donc je vais chercher la fenêtre chez La Paire, je la ramène. Après, je démonte l'ancienne fenêtre, je positionne la nouvelle fenêtre, puis je mets le plâtre, et puis après, machin, je bouge, etc. J'avais invité un copain pour m'aider, parce que tout seul, je ne sentais pas le faire, c'est une grande fenêtre.
Et puis à la fin de la journée, j'étais assez content de moi, j'avais posé ma fenêtre. Il y a un mec qui habitait pas très loin qui se marrait et je discute avec lui après et il me dit ouais tu sais moi j'ai une entreprise dans le bâtiment et le truc que tu as fait quand tu as démonté la fenêtre etc. Moi quand je fais des devis je compte 20 minutes. Ça a pris combien de Bon temps? bah moi c'est mon nom mais moi tout mis bout à bout etc. Ça m'a pris la journée quoi. Ouais. Waouh. Donc voilà c'est un exemple de situation dans laquelle évidemment on peut tout faire soi-même, on peut bricoler soi-même, on peut etc. Mais enfin, je crois que le secret, c'est la seule façon qu'on a de s'améliorer, c'est de se concentrer sur ce qu'on fait mieux que les autres et de laisser le reste à des gens qui font mieux que nous dans leur domaine. Enfin, moi, je dis, enfin, des exemples, hein, il y en a plein de choses que moi je fais bien moins bien enfin l'idée en tout cas, c'est de se dire bah la compta, c'est pas mon truc. Bah, il y a des gens, ils adorent faire ça. Donc, on peut leur confier ça et il faut apprendre à leur faire confiance. Après, ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui se passe et pas se faire voler, pas se faire entourlouper, etc. Mais c'est la seule manière qu'on a Mhm. de pouvoir laisser passer les choses, quoi, laisser partir les choses. D'accord. Et pour ça, bah, du coup, donc recruter. Je reviens sur un autre point donc par Alors, rapport à ça. ça peut être recruté ou délégué à des forces extérieures. Je veux dire, Mhm. l'exemple type, c'est le bookkeeping. On le fait soi-même. Pourquoi il y a des boîtes qui le font? Oui. Et puis, il y a la délégation, puis il y a aussi la technologie qui permet aussi de faire beaucoup de choses. Et Donc, après, oui, pardon. Et après? non, non, mais je ne sais pas quelle est ta question d'après, mais enfin, pour moi, c'est clairement le secret, en tout cas, pour soulager sa force de son temps de travail et garder du temps pour respirer, s'occuper, passer du temps avec les gens qu'on aime, sa famille quand on en a, etc. Hmm. Et du coup, si je comprends bien par rapport à ça, tu utilises pas mal. Moi, j'aime bien aussi le côté outils, parce que c'est vrai qu'on est sur les soft skills. Ouais, C'est quelque chose qui est important, mais en même temps, les outils aident aussi au déploiement de ces soft skills-là. Donc, par rapport à ce que tu dis, il y a quand même beaucoup de lâcher prise. Pour moi, c'est une vraie compétence parce que ça se développe. Moi, c'est une compétence que je dois développer, le lâcher prise, parce que oui, derrière, ça génère aussi plus de sérénité. Enfin, j'imagine que le fait de pouvoir lâcher prise sur le contrôle, le pilotage, etc., ça te rend quand même plus serein que d'avoir justement tous ces problèmes-là sur le dos et de plus partager la charge mentale, en fait, si je comprends bien. Donc, ça contribue aussi peut-être à ton ouais. bien-être. Et ça, c'est pour moi une compétence qui peut se développer. Donc, tu parlais aussi de la capacité à quelque part motiver, ou en tout cas, oui, à réveiller la motivation chez les autres. Et par rapport à ça, voilà, la question que je me pose, c'est, avant de partir dans les outils, c'est, imaginons que, et je pense que peut-être que ça t'est arrivé par le passé, de voir une personne qui est démotivée. Est-ce que tu arrives à la remotiver? Et si oui, comment tu fais? Bah, le problème de la démotivation, c'est que c'est quelque chose qui peut avoir plein de raisons. Euh, Il n'y a pas de. Alors, c'est humain. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que quelqu'un a plus envie, n'est plus dans le projet? C'est soit parce qu'il le comprend plus, et c'est vrai que souvent une petite conversation permet de remettre la personne sur les bons rails, parce que simplement comprend pas ou l'impression que ce qu'elle fait ne sert à rien ou de ne pas être écouté, de ne pas être compris, etc. Donc enfin, la seule façon que j'ai trouvé moi, enfin, c'est d'écouter les gens et de leur expliquer ce qui est en train de se passer, parce que parfois on oublie de l'expliquer. Après, les gens s'ils sont à leur place, ça c'est aussi le secret. Si vous avez quelqu'un qui aime, je sais pas quoi, qui aime les maths et vous le mettez à corriger des copies de français, il est pas à sa place. Donc, enfin, je caricature un peu, mais Mhm. ça tout le monde le comprend. On a tous plutôt des goûts et des choses qui nous intéressent et on est prêt à rester dessus. Et si on a une personne qui n'est pas à la bonne place, ça peut pas fonctionner. Mhm. Après, ce qui se passe souvent,
Moi, j'ai un bon terme en management. Alors, c'est le début du serment d'Hippocrate. Pour moi, l'idée, c'est d'abord ne pas nuire. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est que les gens arrivent avec l'envie de bien faire et on casse ça en leur disant, bah non, c'est pas bien, on peut pas faire comme ça, ou tes idées j'ai pas envie d'écouter des idées. Enfin, il y a des tas de façons qu'on a de nuire à l'envie de faire. Et souvent, cette motivation est cassée pour des choses qui sont accessoires. Il faut trouver lesquelles. Puis si on ne trouve pas et qu'il n'y a pas de solution, c'est que la personne n'est pas heureuse et il n'y a rien à faire pour une personne qui n'est pas heureuse. On ne peut pas rendre les gens heureux envers eux-mêmes. Donc ça, c'est un peu un des problèmes qu'il y a avec le salariat, c'est que vous avez des gens qui restent pour la sécurité qu'offre le salariat et qui n'ont aucune envie de faire le boulot qu'on attend d'eux, qui n'ont rien à faire là, et ça, c'est très compliqué. Mhm. Très compliqué. Ou alors, ils ont des attentes qui sont complètement différentes, ou des choses comme ça. Et là malheureusement, il y a peu de choses à faire. Donc oui, si je comprends bien, déjà échanger avec la personne pour bien comprendre la cause de la démotivation, parce qu'il y a toujours une cause en fait, là où les causes, voir s'il y a des solutions possibles et s'assurer que la personne est au bon endroit. Parce que c'est vrai que si une personne n'est pas au bon endroit, pas dans la bonne équipe, pas sur la bonne mission, c'est sûr que ça va être très compliqué et ça me semble ouais, très logique. Et on va terminer avec une dernière question. Toi, est-ce qu'il y a un outil incontournable pour toi pour être bien organisé dans ton quotidien? Ce serait lequel? Un outil, euh, bah, il est en train de charger en ce moment, c'est mon iPhone. Alors, il y Moi, a je quoi suis sur comme tout ton le monde. iPhone? Non, mais Qu'est-ce je que tu pense que, utilises alors? alors, moi, alors, je pense que, alors, j'ai fait des infidélités parce que je trouve que, en termes de développement, euh, ça m'a beaucoup déçu, mais je suis un fanat d'Evernote. J'utilise beaucoup Evernote. Euh, je pense que j'étais très frustré, comme beaucoup de gens d'ailleurs, par, euh, par certains développements. Evernote Business en particulier, ça m'a créé une cacophonie pas possible. Alors peut-être que j'ai mal compris, mais peut-être aussi que l'outil n'a pas évolué comme il aurait pu, parce que ça fait quand même plus de 10 ans enfin, je sais pas moi, j'ai découvert ça en 2008, enfin, tu vois, ça fait quand même longtemps. J'avais tendance à mettre trop de choses dedans, c'était devenu un peu brouillon. Là, je l'ai repris en main, donc maintenant, oui, c'est le centre de ma productivité, elle est dans Evernote. Après, le cloud, d'une manière générale, D'accord. c'est Internet. Enfin, je veux dire, Donc c'est ça Evernote pour prendre des notes quand tu es en train de lire, quand tu es en rendez-vous, tu notes tout sur ton Evernote et tu l'organises de certaines ouais. manières pour retrouver l'information facilement, c'est ça? Voilà, exactement. Moi, j'ai toutes mes to-do list, tous mes templates, je mets tout dans Evernote. Et c'est vrai que je suis arrivé, ça c'est important peut-être à retenir, je suis arrivé à la conclusion que même si j'aime le papier, l'ubiquité de ce truc-là est absolument extraordinaire. Donc, c'est mon appareil photo, c'est évidemment ma messagerie, comme tout le monde. WhatsApp a pris beaucoup d'importance, mais peut-être que dans 2 ans, sera totalement démodé et remplacé par autre chose. Euh, c'est mon livre, puisque je lis énormément de livres électroniques, simplement parce que je les ai sur moi toujours. Même si je préfère le livre papier, j'ai tendance à l'abandonner parce que c'est trop lourd, etc. Et puis ça permet de prendre des notes, etc. Je sais pas si tu es un utilisateur de Kindle ou d'autres Ouais, choses comme Kindle ça. beaucoup, ouais, parce que j'ai beaucoup de livres et comme je fais la lecture rapide, quand tu lis 2, 3 livres par semaine, à un moment donné, oui, ça devient Ouais. difficile à stocker, oui. Oui, voilà. Alors après, la lecture rapide sur le format iPhone n'est pas forcément évidente, mais enfin, ça permet de lire beaucoup. Et puis, évidemment, enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, j'utilise la suite Google. Je pourrais utiliser autre chose, mais Gmail, le calendrier, les Google Docs et compagnie, qui sont pour moi les meilleurs. Enfin, en tout cas, c'est les bonnes pratiques pour moi pour partager les documents, pour bosser ensemble. Et puis Trello.
Et puis, à un niveau qui n'est pas le tien, je fais un peu de mind mapping. Ok, bien, t'es initié, super. Excellent, bah, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup d'apprentissage pour moi. Déjà, voilà, ce que je retiens les éléments principaux que je retiens de cet échange, bah, c'est pour bien travailler ensemble. Et bien, le fait d'être leader apporte beaucoup d'avantages plutôt que manager. Donc, le manager qui est peut-être plus contrôlant, peut-être plus limitant par rapport à ses équipes, le leader va apporter cette dimension de motivation, cette dimension de vision et de quelque part rendre l'entrepreneur, dans ton cas, moins indispensable à son entreprise, pas pour pouvoir la développer plus grandement comme une vraie entité et pas comme son entreprise. Je retiens également aussi que quand on est leader, on a aussi besoin de s'entourer de managers parce que voilà, on a aussi besoin de process, on a besoin de structure et les managers aident à ça aussi. Après, ce qui marche le mieux, si j'ai bien compris, c'est quand les process viennent d'en bas, pas faire toujours du top-down, mais aussi du bottom-up. Donc, de laisser les gens créer leur propre process, leur manière de travailler pour que ils se sentent aussi valorisés par rapport à ça et que ce soit tout simplement les manières de faire qui correspondent le mieux. Je retiens aussi le fait d'utiliser les outils technologiques comme ton smartphone avec les outils Evernote ou la suite Google, etc. pour toujours avoir en un seul endroit tous les outils et pas les dupliquer dans plein d'endroits et de s'y retrouver. Et du coup, pour aussi gagner du temps, gagner de l'espace tout simplement, plutôt de travailler une valise de livres, d'avoir tout au même endroit, ça simplifie tout et d'être disponible, libre pour pouvoir avancer, développer tes entreprises à travers tes équipes. Voilà, en gros. Et aussi, j'ai noté, voilà, lire E-Myth, qui est le livre que tu recommandes par rapport à tout ça. Voilà. Et Oui, mind mapping. Exactement. Oui. Non, mais sur le leadership et le management, je fais souvent un parallèle aussi avec l'équitation. Quand on fait l'équitation, enfin moi j'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune, effectivement on a ce qu'on appelle des aides, on tient les rênes, donc on peut freiner ou diriger le cheval. On a ses jambes ou une cravache pour le faire avancer. Mais en réalité, un cheval, quand il est dans les bonnes conditions, il adore courir, il adore sauter. Donc, quelque part, une fois qu'on l'a mis dans la bonne direction, il faut surtout pas l'empêcher de courir. Voilà, c'est ça mon idée, en tout cas, sur le management. C'est cette image-là que j'aime bien. Super. J'ai envie de terminer avec ça. J'ai rien rajouté par rapport à ça. Super. Merci beaucoup Stéphane. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi, Jérôme. Et puis, ouais, à très bientôt. Et à bientôt. Merci. Merci. Bye bye.